Le mouvement des planètes, des lunes, de tous nos satellites, tout ça n'a rien d'aléatoire, loin de là. C'est une sorte de danse cosmique, un ballet d'une précision et d'une élégance incroyables, qui est chorégraphié par des lois physiques immuables. Pendant des siècles, l'humanité a levé les yeux au ciel en essayant de déchiffrer les règles de ce ballet. Et tout a commencé non pas avec des équations super complexes, mais avec l'approche la plus simple qui soit, l'observation. Regarder encore et noter. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au début du XVIIe siècle, un astronome, Johannes Kepler, en analysant avec une patience folle les données d'observation des planètes, a été le tout premier à réussir à coucher sur papier les règles de cette fameuse danse. Et la première révélation, et elle est de taille, c'est que les orbites ne sont pas des cercles parfaits comme on le croyait depuis des millénaires. Non, ce sont des ellipses. C'est un peu comme un cercle qu'on aurait légèrement écrasé. Et rien que ça, c'est le premier pas pour tout comprendre. Voici donc la première loi de Kepler. Comme on le voit sur le schéma, non seulement la planète suit une ellipse, mais en plus, le Soleil n'est pas au centre. Il est à l'un des deux points spéciaux qu'on appelle les foyers. Et ça a une conséquence énorme. Ça veut dire que la distance entre une planète et le Soleil change tout le temps au cours de son orbite. On passe à la deuxième loi, qui est encore plus subtile. Elle nous dit que le segment qui relie la planète au Soleil balaye des aires égales en des temps égaux. Bon, dit comme ça peut paraître un peu abstrait. Mais la conséquence, elle, est très concrète. La vitesse de la planète n'est pas constante. Elle accélère quand elle se rapproche du Soleil et elle ralentit quand elle s'en éloigne. Et enfin, la troisième loi. C'est une relation mathématique absolument magnifique. En gros, elle établit un lien direct entre le temps que met une planète à faire un tour complet, c'est sa période t, et la taille de son orbite qu'on représente par a. Et ce qui est fou, c'est que ce rapport est le même pour toutes les planètes de notre système. C'est un outil de prédiction incroyablement puissant. Donc, si on résume, les lois de Kepler décrivent parfaitement le mouvement. Elles nous disent quoi? C'est comme connaître les pas de la danse par cœur. Mais elles n'expliquent pas la cause. Pourquoi ça marche comme ça? Quelle est la musique qui fait danser les planètes? Pour ça, il a fallu attendre un autre géant. Et c'est là qu'arrive Isaac Newton. Lui, il va nous donner le cadre théorique pour tout expliquer. Il ne va pas juste décrire le mouvement, il va expliquer la force qui le crée, le pourquoi du comment. Et cette force, c'est la gravité. Une seule et même loi qui explique pourquoi une pomme tombe d'un arbre et pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. C'est ce fil invisible qui retient tous les astres dans leur danse et les empêche de filer tout droit dans l'espace. Bon, pour appliquer cette loi de la gravitation à un mouvement qui tourne en rond, on a besoin d'un outil mathématique un peu particulier. On oublie les bons vieux axes X et Y et on adopte ce qu'on appelle le repère de Freinet. C'est un repère intelligent qui est mobile et qui suit le satellite dans son déplacement. Et ce repère est super simple en fait. Il est défini par seulement deux vecteurs, deux directions. Le premier, UT, c'est le vecteur tangentiel. Il est toujours dans le sens du mouvement. Il pousse vers l'avant. Le second, UN, c'est le vecteur normal. Lui, il pointe toujours vers le centre de l'orbite. Il tire vers l'intérieur. C'est cette force qui fait que le satellite tourne au lieu d'aller tout droit. Alors maintenant, on a tout. On a la force de Newton et on a le bon outil, le repère de Freinet. On peut assembler les deux pour prouver une caractéristique absolument essentielle des orbites circulaires. Le raisonnement est d'une logique et d'une beauté implacables. Premièrement, la seule force qui agit, c'est la gravité, et elle tire uniquement vers le centre, donc le long du vecteur normal UN. Deuxièmement, on applique la loi de Newton. Troisièmement, si on regarde ce qui se passe sur l'axe tangentiel, l'axe vers l'avant, eh bien, il n'y a aucune force. Et donc, s'il n'y a pas de force tangentielle, il ne peut pas y avoir d'accélération tangentielle. Et si l'accélération tangentielle est nulle? Or, cette accélération, c'est la variation de la vitesse. Ça veut tout simplement dire que la valeur de la vitesse est constante. Le mouvement d'un satellite en orbite circulaire est donc uniforme. Voilà, la physique vient de nous le prouver de manière irréfutable. Mais ce qui est formidable, c'est que cette démonstration ne fait pas que décrire le mouvement. Non. Elle nous ouvre la porte au calcul. On va pouvoir mettre des chiffres précis sur ces caractéristiques. Cette fois-ci, au lieu de regarder l'axe tangentiel, on va regarder l'autre axe du repère, l'axe normal. Et en faisant ça, on peut isoler la vitesse et obtenir sa formule exacte. On voit qu'elle ne dépend que de la masse de l'astre central, comme la Terre, et du rayon de l'orbite. C'est tout. Et ça, ce ne sont pas que des lettres sur un papier. Si on prend un satellite en orbite basse, comme la Station spatiale internationale, cette formule nous donne une vitesse de 7672 mètres par seconde. Ça fait presque 7,7 km chaque seconde. C'est une vitesse absolument vertigineuse.
Pour se faire une idée, c'est comme parcourir la distance entre Paris et Lyon en moins d'1 minute. C'est concret, c'est calculable. Et là, arrive le moment que je trouve absolument brillant. Une fois qu'on a la vitesse, on peut très facilement calculer la période, c'est-à-dire le temps pour faire un tour complet. Et si on manipule un tout petit peu cette équation, on retombe exactement sur la troisième loi de Kepler. La boucle est bouclée, Newton a non seulement expliqué Kepler, il l'a retrouvé par le calcul. Allez, passons maintenant de la théorie pure à une application bien réelle, une technologie moderne qui repose entièrement sur ses principes, le satellite géostationnaire. Un satellite normal, on le voit traverser le ciel en quelques minutes, quelques heures. Mais un satellite géostationnaire, lui, a cette propriété incroyable de paraître complètement fixe au-dessus de nos têtes. C'est pour ça qu'il est si essentiel pour les télécommunications ou la météo. Alors, comment on réussit ce tour de magie ? Il faut respecter 3 conditions très strictes. Premièrement, l'orbite doit être pile dans le plan de l'équateur. Deuxièmement, le satellite doit tourner dans le même sens que la Terre. Et troisièmement, le plus important, sa période de révolution doit être exactement la même que la période de rotation de notre planète. Et le point crucial, c'est que la physique, avec les lois qu'on vient de voir, nous dit qu'il n'y a qu'une seule altitude possible pour que tout ça fonctionne. Une orbite unique et fixe, à environ 36 000 km au-dessus de l'équateur. En fait, toutes les antennes paraboliques du monde sont pointées vers ce même anneau invisible dans le ciel. C'est fascinant quand on y pense. On est parti de l'observation des planètes par Kepler, on a continué avec l'explication de la gravité par Newton, et on arrive aujourd'hui à une technologie qui connecte le monde entier. C'est toute la puissance d'une idée physique quand elle est bien comprise. C'est la même danse, les mêmes règles du ballet des planètes au réseau mondial d'information. Et ça laisse songeur, quelles autres lois de l'univers attendent simplement d'être découvertes pour, un jour, transformer notre futur ?